Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à cette deuxième journée des Digital Workplace Days. Donc la journée d'hier était déjà très riche et on est vraiment très content de vous accueillir pour cette deuxième journée. L'initiative de cette conférence, c'est vraiment l'envie de continuer à informer et partager des retours d'expérience, et à échanger et à avancer ensemble, et ce malgré la crise sanitaire et les confinements successifs, même si on espère en voir la fin, enfin. Encore une fois, donc tout ça, ce serait pas possible sans tous nos partenaires qui se sont mobilisés pour répondre à notre appel et proposer une conférence aussi riche. Donc, en particulier, nos gold sponsors, IC, DigiWin et Click Group, et puis nos silver sponsors, BS Team, EOLAS, Spectrum Group et Wizen. Notre jeu contour continue aujourd'hui avec des indices à trouver. Et puis, on vous donne rendez-vous jeudi à 16h pour le pot de fin et puis la remise des lots aux gagnants. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Vincent Boutors, notre PDG. Merci Wongane. Donc oui, cette journée, on va la consacrer après celle d'hier qui était davantage sur l'aspect responsabilité et notamment sur le domaine écologique. Et donc là, c'est une journée, on sait que la transformation digitale a été accélérée par ce télétravail forcé. La question, c'est de durable, de permettre de le perpétuer. Et donc, je tiens à remercier les 28 intervenants de cette journée, puisqu'il y a à la fois des partenaires et des clients qui viennent témoigner. Juste quelques mots, donc pour rappeler, Jalios, nous sommes éditeurs d'une solution de Digital Workplace, une solution française. Nous sommes en partenariat avec Office 365 pour une offre Office 365 édition. Nous avons aussi une offre Google et nous avons aussi une offre souveraine. Alors, ce qui montre que les trois sont possibles. Et ce qui nous guide, c'est d'avoir finalement les moyens de répondre à nos clients, quelles que soient leurs attentes. Voilà, donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure par chat. Donc, on vous y invite et on essayera de vous y répondre au fur et à mesure. Et puis surtout, après une première partie, on vous invite tous à nous rejoindre et à prendre la parole, c'est-à-dire que vous pourrez prendre la parole pour qu'on vous écoute poser des questions. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, apparaître en caméra pour ceux d'entre vous qui sont suffisamment bien habillés pour se présenter, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis, je vais donner la parole à Louis-Pierre Guillaume. Alors, je vais peut-être le présenter un petit peu. Donc, pour justement aborder cette question de la gestion durable de la collaboration avec ce travail hybride, aussi bien en télétravail qu'en présentiel, eh bien, on a fait appel à Louis-Pierre Guillaume, qui est vice-président de Copin depuis 2017, qui est membre d'ailleurs de cette association consacrée à la gestion des connaissances depuis 2003 et qui a d'ailleurs commencé même sa carrière dès 1994, il y a 17 ans, dans le domaine du knowledge management. Donc, il a une expérience très riche chez Willy Borg, chez Schlumberger, chez Areva, chez Schneider Electric et aujourd'hui avec l'entreprise qu'il a créée de consulting à Malte. Et donc, il nous donnera certainement une petite description, il nous fera une petite présentation. Et donc, je pense que on a fait appel à lui parce que on voit bien une dualité entre la communication et la collaboration. Et donc, il nous a paru que c'était vraiment une personne tout à fait adaptée pour aborder cette question-là. Donc, Louis-Pierre, j'ai le plaisir de vous laisser la parole. Merci Vincent pour cette introduction. Effectivement, j'ai une vie assez riche dans plusieurs entreprises, comme cité comme Schlumberger ou récemment Schneider Electric. Et j'ai fondé Amalté il y a 2 ans pour accompagner la transformation digitale et l'innovation collaborative dans le but de valoriser les connaissances des employés, mais aussi les connaissances de l'entreprise. Et personnellement, je suis aussi formateur, je suis conférencier et je donne des cours au CNAM, à Kedge, ainsi qu'à la Sorbonne Nouvelle sur les thèmes principalement des communautés de pratique en entreprise et sur les équipes virtuelles, donc bien sûr les équipes hybrides, qui est le sujet du jour. Alors, le sujet effectivement de ce matin, c'est la gestion durable de la collaboration et le travail hybride dans tout ça.
Donc, on va parler de ce que c'est que le travail hybride et en quoi ça a un impact sur la collaboration. Alors, d'abord, il y a un nouvel enjeu. On l'a très bien vu depuis 6 mois, même 1 an maintenant. On a été forcé de faire du télétravail. Il n'y a plus de réunions en présentiel et on voit, même si on revient maintenant un peu plus à son travail, on sent qu'il y a une tendance lourde. Le télétravail va rester en permanence maintenant chez beaucoup de salariés. Alors, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, un baromètre Digital Workplace, qui a été publié il y a quelques mois par Juliette Sterwed et l'IFOP, qui a traité de différents sujets liés à cette notion de digital, et il parlait par exemple du désengagement. Et il disait qu'à peu près 55% des gens pensaient que le travail distant avait une influence de diminution du sentiment d'appartenance, un désengagement de l'entreprise. Et que 57% des managers ressentaient que les collaborateurs se désengageaient vis-à-vis du collectif et de la vie de l'entreprise. Et ça, je le vois aussi chez mes clients, ainsi que chez mes élèves de Master 2, qui ont les mêmes problématiques. Alors, on commence à voir aussi venir la notion de management hybride. Alors, jusqu'à présent, il y avait le manager classique qu'on appelle un peu le command and control. Et cette personne-là commence à se dire qu'il faut lâcher prise avec ces nouveaux modes de management et le télétravail. Le problème, c'est qu'il se dit comment puis-je contrôler le travail de quelqu'un que je ne vois pas? Comment manager cette équipe virtuelle? Et comment évaluer mes collaborateurs et quels indicateurs d'évaluation puis-je avoir parce que je ne les ai plus devant moi. Ils sont à distance. Alors que le manager digital, lui, il s'appuie sur la confiance, sur l'autonomisation, sur la responsabilisation de ses collaborateurs. Donc, ça permet de les développer beaucoup mieux. Et donc, le comment de ce nouveau mode de travail, en fait, c'est comment recréer du collectif en distanciel. Comment recréer de l'informel? Comment favoriser ces fameuses interactions qui nous sont indispensables dans notre vie de tous les jours? Et puis, comment aussi observer les signaux faibles qui feront qu'en tant que manager, par exemple, je verrai que quelqu'un est proche du burn-out ou du bore-out ou du brown-out. Alors, l'environnement de travail hybride, il redessine l'expérience collaborateur parce qu'il implique qu'il faut repenser l'aménagement spatial, encore plus maintenant avec la distanciation physique. Il y a aussi les outils collaboratifs, comment on va s'en servir. Et puis, le management hybride par rapport à ça. Et cet environnement de travail, eh bien, on va le co-designer avec les personnes concernées pour que les usages de demain soient beaucoup plus efficaces, à la fois en distanciel et en présentiel. On a très bien vu que la crise sanitaire a accéléré ce mouvement préexistant. Il y a eu une chute de l'attractivité de l'open space, qui a besoin de la modularité des espaces, que les lieux de travail ont éclaté avec la montée des tiers-lieux du type espace de coworking. On ne va plus maintenant à son travail, on va près de chez soi, dans un espace de coworking avec des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on pourra travailler, échanger lors des cafés, qui feront qu'on pourra travailler avec d'autres personnes à distance, avec ses collègues, sans faire des milliers de kilomètres, même des dizaines de kilomètres. Et puis aussi, évidemment, la réunion hybride commence à prendre forme, avec des gens qui sont à la fois dans une salle de réunion et puis d'autres qui sont à distance, soit espace de coworking, soit chez eux. Et on voit que ce n'est pas simple. Et donc, se pose la question, comment est-ce qu'on peut maintenir cette performance collaborative avec ces différentes notions maintenant d'open space, réunion hybride, coworking, modularité, travail hybride. Donc, il faut encourager la collaboration. Et maintenant, il y a des meilleures techniques pour encourager la collaboration dont tout le monde a besoin. Il y en a 4 principales. La première, c'est les communautés de pratique. Après, il y a aussi les espaces collaboratifs, les webinaires et les réunions face à face. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communauté de pratique? En fait, c'est la pierre angulaire d'une stratégie de management des connaissances. C'est un groupe de personnes qui partagent un intérêt commun, une passion, sur une pratique ou un domaine, qui veulent approfondir leurs connaissances et leur expertise
en interagissant de manière régulière. Et ces praticiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent sur ce qu'ils font. Ils font des améliorations, ils discutent de problèmes et ils s'entraident. Et cette communauté, elle est définie par quoi? Par des besoins d'apprendre, et surtout d'apprendre avec les pairs, avec les gens qui ont le même métier que vous, ou la même passion que vous, le même domaine que vous. La deuxième, c'est l'espace collaboratif. Et ça, bon, un outil comme Jalios, par exemple, le fait très bien, ça permet des discussions en ligne via des forums, du partage de documents, de la communication. C'est aussi une vitrine où, par exemple, une équipe, un projet ou une communauté peut montrer qui elle est et donc permettre à d'autres personnes dans l'entreprise de se renseigner et de participer aux interactions sociales et collaboratives de ce groupe de personnes. Mais ça, c'est du offline, c'est de l'asynchrone. Ce qui marche très bien, c'est le webinaire, c'est la troisième type. Et franchement, c'est l'événement fondamental de partage de la connaissance et du savoir. Au-delà des discussions en ligne, ça permet à des gens en direct d'échanger, de partager avec d'autres, de recueillir des bonnes pratiques, de poser des questions, d'avoir des réponses et donc de créer du lien social. Et le webinaire, bien sûr, c'est un webinaire, c'est un séminaire en ligne où on a accès à distance à des personnes qui peuvent participer et partager. Le négatif, évidemment, c'est la réunion en présentiel, c'est le séminaire, où là, effectivement, c'est vraiment l'espace d'apprentissage social par excellence. On peut discuter avec les personnes, apprendre d'eux dans des discussions un peu impromptues, et puis établir beaucoup plus facilement des liens de confiance durables. Plus facilement que dans des webinaires, bien sûr, comme c'est à distance, ça prendra plus de temps. Et dans tout ça, eh bien, il y a la réunion hybride. On voit très bien que si on commence à mélanger un webinaire avec un séminaire, ou une réunion hebdomadaire où je suis avec mon équipe et à distance, j'ai des collaborateurs, ou même l'inverse, je suis moi le manager à distance et mes collaborateurs sont sur place, eh bien, c'est très difficile à maîtriser. Pour tous ceux qui ont vécu ce genre de réunion, vous avez dû vous dire que c'est très difficile. Quand on est à distance, on se sent complètement perdu, un peu le satellite de la réunion. Et quand on est sur place, eh bien, on ne s'en rend pas compte. Tout va très bien. Et donc, ces réunions hybrides nécessitent des outils adaptés, des salles de visio avec une bonne prise de vue, des micros adaptés. Et aussi, ça demande de l'organisation. Avant, pendant et après. Alors, avant, bien sûr, c'est avoir la bonne salle, de venir en avance, d'avoir un ordre du jour facilitant ces interactions et de prévoir aussi des moments de convivialité et de prévenir en avance les gens à distance qu'il y en aura. Par exemple, si vous amenez des croissants pour cette réunion, pensez à prévenir les autres à distance qu'il y aura des croissants pour qu'eux aussi amènent quelque chose pour eux. Parce que rien de pire que de voir des gens qui mangent des croissants devant soi dans une salle de réunion, et soit d'être à distance et de se dire si j'avais su, j'en aurais bien eu. Donc, il faut créer ces moments, mais il faut informer pour que tout le monde puisse être en commun dans ces moments. Le pendant, bien sûr, la règle fondamentale, c'est l'animation. Et principalement, c'est de réguler la prise de parole. S'assurer qu'il n'y a pas des gens dans la réunion ne vont pas prendre le pouvoir en un sens, discuter entre eux de manière impromptue, donc créer un brouhaha qui fera que le capteur de son, le micro, retranscrira une espèce de mélange de sons à ceux qui sont à distance. Donc, il faut bien cadrer qui parle quand et un seul à la fois. Et en plus, il faut parler plus fort pour que le micro puisse capter et plus lentement. Donc, ça demande de l'organisation et d'être assez attentif, précis dans la salle de réunion. Et puis après, bien sûr, eh bien, il faut envoyer des comptes rendus et demander du feedback pour voir si la réunion s'est bien passée et comment on pourrait l'améliorer lors de la prochaine fois. Alors, si on veut effectivement améliorer cette collaboration et ces communautés, il faut les rendre irrésistibles. Et donc, c'est comment les structurer pour attirer le public le plus large possible et les pérenniser. Alors, l'APQC, c'est l'American Productivity and Quality Center, apqc.org, qui est une entreprise à but non lucratif qui a une quarantaine d'années maintenant,
avec une grande composante d'expertise en management des connaissances, en 2019, a cité 5 grandes manières pour justement rendre irrésistibles les communautés et la collaboration. La première, c'était de se dire, eh bien, il faut connecter la collaboration avec le besoin de travail et d'apprentissage. En fait, il faut faciliter le travail des personnes. Il faut qu'ils puissent améliorer leur expertise, qu'ils puissent résoudre des problèmes. Comment? Eh bien, via, par exemple, un moteur de recherche pour pouvoir retrouver du contenu qui peut les intéresser par rapport à leurs besoins. Retrouver des sachants, via un annuaire interne, une liste d'experts, pour pouvoir trouver qui pourrait m'aider pour cela. Et avoir des communautés ou des espaces collaboratifs qui ont du contenu pouvant aider mon travail par rapport à mon domaine. La deuxième, c'est d'intégrer ces communautés et la collaboration dans le flux du travail de la personne. Pas au-dessus de son flux, mais dans le flux. Par exemple, il faut que les outils collaboratifs soient imbriqués dans les applications où travaillent les employés. Si vous avez un outil de CRM, c'est mieux qu'en un clic, on puisse avoir accès à quelqu'un pour poser une question. Il ne faut pas se dire, je vais changer d'outil pour ça. Ou au moins que le nombre de clics soit très limité pour faciliter cet échange. Il faut insérer ça dans les processus métiers. Alors, un exemple, ça peut être un processus projet. Il serait efficace, évidemment, que dans le processus projet, avant de commencer un projet, qu'on insère de la collaboration en disant au chef de projet, tu dois absolument te renseigner avant de commencer s'il y a des gens, du contenu qui pourraient t'aider pour aller plus vite. Et donc, par exemple, augmenter la marge du projet. Et puis, au cours de projet, dans les grandes milestones, les grands jalons, et bien, de demander au chef de projet, il y a l'équipe, qu'avez-vous appris pour nourrir une base de connaissances, une base de retour d'expérience sur le projet. Et pas attendre la fin, bien sûr. Il faut le faire pendant. Donc là, on a imbriqué la collaboration dans le processus projet. On peut aussi aller plus loin et se dire, tiens, on va créer des communautés, par exemple, une sur les chefs de projet, permettant à ces personnes d'échanger entre eux sur leur métier pour améliorer la manière dont ils vont pouvoir travailler. Et pourquoi pas s'entraider. J'ai un problème sur tel sujet, où puis-je me renseigner? Eh bien, je demande à mes pairs. Il y a le forum de discussion de la communauté qui est dans l'espace collaboratif. Et donc, je peux comme ça demander à la personne qui a une idée pour résoudre tel problème. Ou alors, ça peut très bien qui pourrait m'aider pour un appel d'offres, qui pourrait me fournir de l'information. 3, il faut accompagner les gens dans leur approche, dans les outils et les façons de participer. C'est ce qu'on appelle le change management. Comment? Eh bien, via des formations, par exemple, et aussi le support via les ambassadeurs. Ambassadeurs, par exemple, collaboratifs, ambassadeurs digitaux, qui vont pouvoir aider leurs pairs dans leur équipe, dans leur bureau, dans leur étage, dans leur direction, pour ces usages. Il y a aussi, bien sûr, le forum de discussion sur l'espace collaboratif. Je pose une question, comment fait-on pour utiliser tel outil? Comment fait-on dans tel usage? Et quelqu'un, généralement, que je ne connais pas, mais qui aura envie de m'aider, pourra me fournir une réponse ou me pointer vers un document de référence, une vidéo pour ça. Et ce support, évidemment, il est collectif, quand c'est dans un forum de discussion, mais il peut aussi être individuel. Les managers, ils préfèrent ne pas dire tout haut qu'ils ne savent pas quelque chose, qu'ils ne savent pas utiliser, par exemple, des outils comme Teams ou autres. Et donc, évidemment, le support individuel de ces personnes-là, c'est important pour qu'ils puissent eux-mêmes être meilleurs et pouvoir être des ambassadeurs, je dirais même des référents par rapport à leur équipe. Et là-dedans, effectivement, il y a l'accompagnement du travail hybride, du management hybride et des réunions hybrides. Et là, c'est un accompagnement, effectivement, lourd qui peut être fait par la RH, par l'informatique, par l'équipe digitale, avec à la fois des mises en situation, de l'entraide et autres, pour qu'on puisse effectivement avoir un package qui permette à chacun de pouvoir mieux gérer cette hybridité. Et beaucoup d'entreprises sont dans une démarche de concevoir des packages pour faciliter ce travail hybride. Alors, il faut aussi penser au renforcement des comportements. La collaboration, c'est quelque chose de tous les jours et on souhaite que les gens collaborent plus. Donc, il faut renforcer ce comportement collaboratif par des récompenses, de la reconnaissance. Récompenser, la chose la plus simple, c'est le merci. Quand on vous dit merci, c'est très appréciatif.
on sait qu'on a aidé quelqu'un et il vous remercie. Pas forcément uniquement de vive voix, mais le grand merci, le mille merci, c'est de le faire via le forum, l'espace collaboratif. Si quelqu'un vous dit dans un espace collaboratif, merci de m'avoir aidé, ça vaut beaucoup parce que plein de gens le voient. Je pense que vous avez dû voir sur LinkedIn, parfois, il y a des gens qui marquent dans leur boîte, merci à machin qui m'a aidé, et il le met en gros dans LinkedIn. C'est très puissant. Ça renforce l'esprit d'entraide entre les personnes. Et puis aussi le faire savoir par la reconnaissance et par exemple, des success stories. Faire connaître auprès de tous un succès qui a été réussi grâce à la collaboration, grâce aux communautés. Alors, j'ai un exemple en tête d'un chef de projet en Arabie Saoudite qui avait besoin d'aide pour faire une proposition commerciale pour un appel d'offres et qui était un peu sec. Il n'y avait pas d'idée et son équipe sur place n'avait pas les compétences. Il a fait une demande dans le forum de discussion de sa communauté de chefs de projet et d'autres pairs dans d'autres pays ont répondu à son appel à l'aide en donnant des références d'entreprises, en donnant des informations, en donnant des exemples de propositions commerciales pour qu'ils puissent bâtir la sienne. Et aussi, cette demande a été propagée dans un autre forum de discussion d'une autre communauté d'acheteurs, cette fois-ci. Et les acheteurs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des réponses par rapport à des fournisseurs de produits, de services, des listes de prix, pour qu'enfin on puisse bâtir cette fameuse offre qui est ensuite envoyée aux clients. Et comme ce chef de projet est quelqu'un de très bien, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une synthèse des réponses, il a publié auprès de ses pairs dans le forum en remerciant tout le monde, de telle manière qu'on a pu comme ça augmenter la connaissance commune de l'ensemble du chef de projet. Et puis aussi, bien sûr, il y a une notion effectivement d'apporter des modifications, des améliorations dans tout le dispositif collaboratif et communautaire via les commentaires. Il faut solliciter des feedbacks pour co-construire ce que vous voulez montrer. Ce n'est pas du top-down. Si vous voulez que la collaboration et le management des connaissances et les communautés fonctionnent, eh bien, il faut co-construire, bâtir ensemble ce que l'on veut mettre à disposition. Et utiliser pour ça aussi des relais pour avoir du retour d'information. Par exemple, les leaders de communautés de pratique sont des bons relais pour remonter les feedbacks des membres. Les champions digitaux dans les différentes directions, dans les services, sont aussi des bons relais pour remonter les besoins et les demandes. Et bien sûr, tout ça va produire des améliorations qui seront mises en œuvre dans la transparence pour qu'on puisse voir ce qui se passe, voir comment ça avance, et donc que tout le monde se rende compte que son input, que son opinion a été prise en compte et a été utilisée par l'entreprise pour améliorer le mode de fonctionnement. Et donc, maintenant, on peut se poser la question, quelle est la bonne culture d'entreprise qui favorise ce management des connaissances, cette collaboration, et la rend la plus efficace possible? Alors, d'abord, il y a on peut faire une liste à la Prévert de l'ensemble de la culture positive qui permettent de valoriser et de partager la connaissance. Alors, il y a une cinquantaine d'items, mais j'en ai 7. D'abord, c'est une culture qui favorise la collaboration entre les services, celle qui casse les silos. Parce que ce qui nous tue en entreprise, ce sont les silos. Et on a tous des silos. On se crée tous des silos. Silos par rapport à nos business lines, à nos BU, silos sur les pays, même silos dans les communautés, d'ailleurs, par rapport à nos domaines. On veut tous créer son propre petit silo. Et donc, collaborer en disant je transverse et je permets en tant que manager, par exemple, à mes équipes, eh bien, de collaborer avec les autres directement sans passer par moi. Donc, je favorise l'interservice directement avec les autres. Une culture de bienveillance et de respect. C'est très important parce que ça facilite la prise de parole. Si on ne va pas me fustiger parce que j'ai dit quelque chose sur le forum de discussion de ma communauté ou de mon entreprise, eh bien, ce sera très bien. Si je sais qu'il n'y a pas de bienveillance et que la moindre chose sera mal interprétée par quelqu'un qui pensera qu'il aura été offensé par un contenu, eh bien, je ne vais pas parler. Alors qu'en entreprise, pourtant, c'est plus simple. Parce que comme chacun parle avec son nom, signe avec son nom tous les messages, eh bien, on ne va pas dire n'importe quoi. Et souvent, beaucoup d'entreprises ont des chartes
qui permettent de s'assurer que la parole sera libre parce qu'on respecte des grandes règles. Il y a aussi la notion de donner du crédit aux autres. La culture positive, c'est de remercier, de dire grâce à machin, 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 j'ai pu réussir ceci ou cela. Et donc, le remerciement, donner du crédit, c'est fondamental pour favoriser l'aller et retour. Je donne, je reçois, et si je remercie, alors les gens seront plus enclins à me donner demain. Si je garde sous le coude que je ne remercie pas, ou que je ne donne pas et je ne fais que prendre, eh bien, je risque l'ostracisme dans l'entreprise. Une culture positive, c'est aussi adopter les bonnes idées. Et donc, ne pas faire l'acronyme américain qui s'appelle le NIH, le Not Invented Here. C'est-à-dire, le Not Invented Here, c'est ne pas accepter ce qui se fait ailleurs. Parce que on pense que comme c'est pas fait chez moi, ce n'est pas bon. Donc, ça, c'est un travers culturel que tout le monde a. Et donc, adopter les bonnes pratiques et les bonnes idées des autres, c'est être humble et se dire que d'autres gens font mieux que moi et je suis prêt à les écouter, à prendre ce qu'ils font, à l'adopter, à l'adapter pour pouvoir m'en resservir, donc gagner du temps. Donc, ce n'est pas faire moi tout seul en disant je suis le meilleur, mais me dire d'autres ont peut-être fait mieux ailleurs et je vais pouvoir réutiliser, apprendre d'eux. C'est aussi une culture qui favorise le bénévolat. Ben, clairement, si on est animateur, leader d'une communauté, si on est responsable d'une base documentaire dans l'outil collaboratif, eh bien c'est du bénévolat qu'on fait en plus de son travail normal, qui peut être généralement approuvé par un manager, mais c'est quand même du boulot en plus. Et donc souvent, il faut favoriser ce bénévolat et c'est un peu la politique d'entreprise de dire oui, c'est important le partage de connaissances, donc nous devons donner du temps à ceux qui veulent le faire parce qu'ils ont envie de le faire et tout le monde va en bénéficier. Une culture positive, c'est une culture qui encourage la prise de responsabilité. Et qui est OK d'essayer de nouvelles méthodes et donc OK de se tromper. Et si on peut se tromper, eh bien la collaboration augmente parce que j'ai essayé un truc, ça n'a pas marché. Je le dis, donc prise de parole, bienveillance, respect, confiance. Donc je dis que ça n'a pas marché. Comme ça, d'autres ne feront pas les mêmes bêtises que moi. Et tout ça, ça va donc ensemble. Et puis, bien sûr, une culture qui favorise l'optimisme, la bonne entente. Et donc, ces cultures positives, eh bien, elles facilitera une gestion durable de la collaboration pour bien, les communautés de pratique, bien sûr, les espaces collaboratifs, les webinaires, les réunions face à face et bien sûr tout ce qui est travail hybride, mode de fonctionnement hybride dans l'entreprise. Merci. Merci Louis-Pierre. Pardon, j'ai pas réagi tout de suite puisque je pensais que j'avais envie d'entendre encore beaucoup d'autres choses. Il y avait certainement plein de choses que vous auriez pu dire et on est limité bien sûr par le temps. Vous n'avez que 25 minutes, donc il a fallu que vous réduisez. Voilà. Écoutez, comment dire, je rappelle bien sûr qu'on va avoir un after où vous pourrez vous poser des questions et surtout vous pourrez échanger en live, même si on a déjà répondu à des questions au fur et à mesure de façon écrite. Moi, j'ai envie peut-être de poser une question ou deux questions. La première, c'est est-ce que vous sauriez dire quelles sont les communautés de pratique qui marchent le mieux? C'est-à-dire, est-ce que c'est lié à la personnalité des participants? Enfin, qu'est-ce qui aide à ce que des communautés de pratique fonctionnent bien? Alors, une communauté de pratique qui fonctionne bien, c'est une communauté qui est alignée avec un besoin stratégique de l'entreprise et qui a, je dirais, des animateurs qui sont bénévoles et qui sont motivés et qui ont du temps pour ça. En gros, il faut qu'il y ait 20% du temps qui soit alloué à l'animation de la communauté, donc une ou deux personnes qui sont nommées animateurs. Il faut qu'il y ait de la confiance évidemment entre les membres et l'alignement stratégique est fondamental, de telle manière que les gens d'entreprise qui sont membres de la communauté se rendent compte qu'ils vont œuvrer pour leur bien à eux, leur intérêt à eux bien sûr, mais aussi pour l'intérêt de leur département et de l'entreprise et bien sûr aussi de leurs clients. D'accord. Et la deuxième question que j'avais envie de poser, c'est lorsque vous décrivez la culture d'entreprise qui est propice à justement le développement
de ces communautés et de cette. Nous, on parle beaucoup d'intelligence collective chez Jalios. Quand on regarde un petit peu la culture française, on se dit qu'on a parfois des atouts, mais on a aussi parfois je dirais quelques défauts. Donc peut-être qu'avec des entreprises, des missions internationales, vous avez peut-être des comparaisons entre les pays entre eux. Et une question que je me pose, c'est est-ce qu'en France, on n'a pas un petit peu trop la culture élitiste qui fait que on n'est pas forcément bienveillant, on a plutôt, comme vous disiez, on a plutôt envie de dire qu'on l'a fait soi-même sans demander rien aux autres. Quel biais vous voyez de la culture française et éventuellement à une échelle internationale? Wow, c'est une question pas facile. Je travaillais dans des grands groupes, principalement internationaux, même si c'était franco-américains ou d'autres. Mais je pense que c'est vraiment, si ça marche bien, cette culture, si vous avez au sein du top management une envie que ça change. S'il n'y a pas une poussée très forte du haut qui dit oui, il est important d'avoir une culture positive, culture collaborative, et je me donne les moyens pour cela et je vais la favoriser, ça ne marchera pas. En fait, si c'est uniquement par leurs petits bras des gens qui au niveau local veulent essayer de le faire, c'est clair que les travers humains, d'ailleurs, mais ce n'est pas que français, vont faire qu'on n'aura pas forcément envie de mieux collaborer et de mettre en place ces communautés ou d'autres. Si vous avez une inflexion qui vient du haut avec je dirais une espèce de programme d'entreprise qui pousse ça, qui fait qu'il y aura des formations, qu'il y aura des discussions, même le rôle modèle, que les chefs pratiquent ce qu'ils professent, eh bien, ça va percoler du haut vers le bas. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment d'occasions, d'initiatives qui viennent de la base. L'essentiel, c'est que le sommet le souhaite aussi. Voilà, parce qu'en gros, c'est la technique du sandwich. Le haut, généralement, pousse, la base a envie, et on prend en sandwich le milieu, qui est le middle management, qui lui, généralement, est un peu conservateur. Et donc, il faut le prendre et lui faire comprendre qu'il faut qu'il bouge. D'accord. D'où l'importance, le rôle clé de ces managers pour la réussite. Alors, avant de rejoindre l'after, j'allais dire une petite annonce. Je vous rappelle qu'à 10h, il y a une table ronde où il est question de l'efficacité individuelle et collective. Je pense que ça sera un point important avec la participation de la CPM 75 et Handicap National et la Société de Travaux Publics Razelbeck. Et puis, il y a aussi trois ateliers d'experts, l'un ce matin à 11h40, où il sera question de communication et de management, comment on réinvente le management avec cette situation actuelle et donc les nouveaux moyens de communication. Et puis l'après-midi, 13h40, on mettra l'accent dans un atelier sur l'acquisition des connaissances. Voilà, alors l'after, je vous explique, pour des raisons techniques, c'est un autre environnement qu'on utilise, donc c'est de perdre un certain nombre d'entre vous dans le passage. En tout cas, les plus motivés pourront venir. Et je le répète, ils pourront poser leurs questions cette fois-ci, bien sûr par écrit, ça sera toujours possible, mais aussi oralement, c'est-à-dire qu'ils pourront monter sur scène, prendre la parole. Ils ne sont pas obligés d'activer la caméra, je rassure tout le monde. Et donc, pour nous rejoindre, eh bien, il faut que vous cliquiez sur le lien qui est dans l'onglet interactivité. Et puis, je crois qu'on va vous faire apparaître une image qui vous montre ce qu'il faut faire. Et je vous dis à tout de suite.